Nous sommes en octobre 1972 et vous allez écouter ce qui est probablement l'une des histoires de survie en montagne les plus incroyables de tous les temps. Pas une légende, pas un film, pas un scénario écrit pour impressionner. Une histoire vraie, documentée, vécue par des êtres humains ordinaires, projetés dans une situation qui ne l'est pas. Une histoire où la montagne ne joue pas le rôle du décor, mais celui du juge. Là-haut, la montagne ne te menace pas. Elle ne crie pas, elle ne prévient pas. Elle attend, et elle gagne toujours. Tout est immobile. Un avion éventré repose sur la neige, figé comme une carcasse oubliée par le monde. Le métal est tordu, déchiré, ouvert en deux comme une plaie qui ne saigne plus. Autour, des corps immobiles. Certains respirent encore. D'autres ont déjà cessé de lutter, sans bruit, sans drame, sans témoin. Le vent hurle entre les morceaux de fuselage. Pas un hurlement de colère. Non. Un souffle régulier, presque moqueur, comme si la montagne respirait tranquillement, pendant que les hommes, eux, apprennent à manquer d'air. Ils sont à plus de 3500 mètres d'altitude. Moins 30 degrés. Pas de secours. Pas de réseau. Pas de plan. Ici, même les satellites ont l'air de détourner le regard. L'un des rescapés se redresse lentement. Chaque mouvement est une négociation avec la douleur. Son souffle sort, en nuages épais, immédiatement avalé par le vent. Il regarde autour de lui. Du blanc. Encore du blanc. Toujours du blanc. Le ciel et la terre semblent s'être mis d'accord pour effacer toute direction. Il ouvre la bouche pour crier. Rien ne sort. Ou plutôt, quelque chose sort, mais disparaît aussitôt. Le son est aspiré par l'immensité, écrasé avant même d'exister. Ici, crier ne sert à rien. Personne n'écoute. Personne ne peut écouter. À cet instant précis, il comprend une chose simple, brutale, définitive. Dans les Andes, l'être humain est une rumeur, et les rumeurs ne survivent pas longtemps. Autour de lui, d'autres bougent faiblement. Certains gémissent, d'autres restent silencieux, trop silencieux. Le froid travaille déjà, méthodique, patient. Il ne frappe pas d'un coup, il grignote, il anesthésie, il endort. La montagne n'attaque pas, elle laisse faire. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te réserve une place près du hublot. Et crois-moi, dans les Andes, le service après-vente est inexistant. Le vent s'intensifie. Il s'infiltre partout. Dans les vêtements, dans les blessures, dans les pensées. Les doigts deviennent insensibles. Les visages brûlent. Le froid ne pique plus. Il rassure presque. Et c'est ça, le piège. Certains parlent encore de secours, d'avions, de recherche, de radio. Les mots flottent dans l'air gelé, fragile, maladroit. L'espoir existe, mais il est déjà essoufflé. Ils ignorent une chose essentielle. Personne ne sait exactement où ils sont. Les montagnes autour d'eux ne sont pas des décors. Ce sont des murailles, des kilomètres de roches et de neige qui avalent les signaux, brouillent les cartes et transforment un avion entier en simple anomalie géographique. Un point blanc parmi d'autres points blancs. Le soleil commence à décliner. Lentement, trop lentement. Ici, la nuit n'arrive pas. Elle s'installe. Et quand elle est là, elle ne demande pas la permission. Le froid va doubler. La fatigue va exploser. Et les corps les plus faibles vont commencer à lâcher. Mais ça, ils ne le savent pas encore.
Ils ne savent pas non plus que ce silence n'est qu'un début, que la montagne n'a pas encore montré sa vraie force, que le pire n'est pas le crash, ni le froid, ni même la faim. Le pire arrive quand la montagne décide de bouger. Ferme les yeux. Imagine le vent qui siffle autour de toi, la neige qui craque sous ton poids, le froid qui te fait oublier tes propres doigts. Car voici l'histoire vraie de survie la plus dérangeante jamais vécue en montagne. Et ce qu'ils ignorent encore, c'est que la montagne va bientôt les enterrer vivants. Quelques heures plus tôt, nous sommes le 13 octobre 1972. Un vendredi, un jour ordinaire sur le papier. À bord de l'avion, ils sont 45. Pour la plupart, de jeunes Uruguayens, des joueurs de rugby amateurs, membres d'un club de Montevideo, des étudiants, des amis, des frères, des cousins, des garçons issus de familles normales, sans expérience de la montagne, sans entraînement extrême, sans aucune idée de ce qui les attend. Ils voyagent vers le Chili pour disputer un match amical. Rien d'héroïque, rien d'exceptionnel. Un simple déplacement sportif, organisé comme tant d'autres, une parenthèse joyeuse dans leur quotidien. Quelques heures plus tôt, le monde est encore simple. Le danger n'a pas de visage. La montagne n'est qu'un décor lointain, presque abstrait, aperçu à travers les hublots, comme une immensité belle et impressionnante, mais encore inoffensive. Une toile de fond. Pas un ennemi. Ils sont jeunes. La plupart n'ont pas 25 ans. Pleins d'énergie, bruyants même. Ils rient fort. Ils se chamaillent pour des détails insignifiants. Ils se lancent des blagues idiotes, des provocations amicales, des souvenirs communs que seuls ceux qui se connaissent depuis l'enfance peuvent partager. Ils se projettent déjà à l'arrivée, au match, à l'ambiance, à ce qui viendra après. Certains parlent tactique, refont déjà le match à venir, imaginent les plaquages, les essais, la troisième mi-temps. D'autres plaisantent sur le voyage, sur la durée du vol, sur cet avion qu'ils trouvent un peu vieux, mais suffisamment rassurant. On plaisante sur le froid chilien, sur la neige, sur ces montagnes qu'ils imaginent vaguement hostiles, sans vraiment y croire. La cordillère des Andes est encore une idée, pas une réalité. À cet instant précis, personne ne pense à la mort. Elle n'a aucune place dans la cabine, aucune raison d'être là. Elle n'a pas encore été invitée à bord. L'avion décolle sans histoire. Rien ne grince, rien n'alerte. C'est un vol presque routinier, l'un de ceux où l'on s'assoupit en pensant que le plus dur sera l'atterrissage. Les passagers s'installent, se détendent, s'abandonnent à cette confiance étrange que l'on accorde machinalement à une carlingue en métal et à deux pilotes que l'on ne connaît pas. Dans la cabine, l'ambiance est légère. Dans le cockpit, tout semble normal, trop normal. Le plan est clair. Traverser la cordillère, contourner les sommets, redescendre de l'autre côté. Une trajectoire déjà empruntée, déjà validée, déjà oubliée des dizaines de fois. Mais les Andes ne pardonnent pas les habitudes. Elles attendent la moindre approximation, la plus petite erreur de calcul, le léger décalage entre ce que l'on croit et ce qui est réellement là. À un moment précis, quelque chose se décale. Pas un grand drame, pas une alarme stridente, juste une position mal estimée. Quelques kilomètres de différence. Dans le cockpit,
on pense avoir franchi les sommets. On croit être passé au-dessus de la montagne. On amorce la descente avec cette certitude tranquille qui accompagne souvent les décisions humaines, quand elles arrivent trop tôt. Dehors pourtant, il reste encore des montagnes, des masses immobiles de roches et de glace, dressées comme des murailles silencieuses, invisibles dans l'angle mort de la confiance, trop hautes, trop proches. Puis tout arrive d'un coup. Un bruit sec, brutal, irréversible. Le choc traverse l'avion comme une décharge. Le métal se tord, hurle, cède. Une aile est arrachée nette, comme si la montagne l'avait saisie d'une main lasse avant de la jeter dans le vide. Le fuselage bascule, frappe la pente et commence à glisser sur la neige à une vitesse absurde, incontrôlable. L'avion n'est plus un avion. C'est une luge de métal lancée à pleine vitesse vers nulle part. À l'intérieur, le chaos est total. Les corps sont projetés, les bagages deviennent des projectiles, les cris se mélangent au fracas. Le temps se dilate, chaque seconde s'étire, interminable. Le sol frappe encore, encore, encore. Puis soudain, plus rien. Un silence brutal, épais, presque choquant. Certains ouvrent les yeux sans comprendre, d'autres ne bougent pas. La neige s'infiltre déjà par les brèches du fuselage, lentement, méthodiquement, comme si la montagne venait réclamer ce qui lui appartient. Ils respirent encore. Ils sont vivants, par miracle, par hasard, par une succession d'erreurs qui, pour une fois, ne les a pas tous condamnés. Mais dehors, tout est blanc. Le ciel, le sol, les sommets. Aucune route, aucun village, aucun repère familier. Juste une immensité froide et silencieuse qui semble les observer sans émotion. La montagne n'a pas tremblé. Elle n'a pas vacillé. Elle est restée exactement là où elle était. Ils viennent de survivre à un crash que peu d'humains auraient pu encaisser. Et dans n'importe quel autre endroit du monde, ce serait déjà une victoire. Un miracle à raconter. Une histoire incroyable qui se terminerait à l'hôpital, entourée de secours et de couvertures chaudes. Mais ici, dans les Andes, survivre au crash n'est pas une fin. C'est une invitation. Une invitation à rester. Ils ont survécu à l'impact. Mais la montagne, elle, n'a pas encore joué. Le froid tombe plus vite que la nuit. Ici, le soleil ne se couche pas vraiment. Il disparaît, comme s'il avait autre chose à faire que de regarder des humains se débattre. La température chute d'un coup, brutalement, sans transition. En quelques minutes, l'air devient coupant, presque solide. Le métal de l'avion craque, se contracte, gémit sous l'effet du gel. L'épave n'est plus un refuge. C'est une boîte froide, ouverte au vent, posée au milieu de nulle part. Ils s'entassent à l'intérieur, les corps contre les corps, les genoux contre les épaules, les bras autour de ce qui ressemble vaguement à une étreinte. Ce n'est pas de l'affection, c'est de la survie. Le moindre centimètre de chaleur compte. Le moindre souffle devient une ressource. Leur respiration se transforme en buée épaisse. Chaque expiration flotte quelques secondes, puis disparaît, comme si même l'air refusait de rester trop longtemps avec eux. Certains tremblent violemment. D'autres ont déjà cessé de trembler, ce qui n'est jamais bon signe. Ils parlent encore. Un peu, pas longtemps. Les conversations sont décousues, maladroites. Des phrases qui n'aboutissent pas. Des mots inutiles,
lancé juste pour vérifier qu'on existe encore. Puis, les voix s'éteignent une à une. Le froid ne fait pas taire par la force. Il fatigue, il use, il convainc. Certains ferment les yeux en pensant se reposer quelques minutes. Juste reprendre des forces. Juste laisser passer la nuit. Le froid, lui, n'accorde pas de micro-sieste. Il ne fait pas la différence entre dormir et abandonner. Dehors, le vent continue. Régulier, patient. Il s'infiltre par chaque fissure, chaque trou dans la carlingue. Il glisse sur la peau, s'accroche aux vêtements, vole la chaleur sans jamais la rendre. La montagne travaille en silence, comme toujours. La nuit est interminable. Le temps se dilate. Les minutes ressemblent à des heures, les heures à des épreuves. Certains se réveillent en sursaut, désorientés, persuadés d'avoir raté quelque chose d'important. D'autres ne bougent plus du tout. Leur visage semble paisible, trop paisible. Le matin finit par arriver, lentement, cruellement. La lumière grise révèle ce que l'obscurité permettait encore d'ignorer. Ils comptent, ils recomptent, ils comprennent. Tout le monde n'a pas passé la nuit. Le froid n'a pas fait de bruit, il n'a pas prévenu, il a simplement choisi. Ici, il n'y a pas de négociation possible, pas de courage, pas de volonté, pas de promesses qui tiennent. Le froid décide, et il exécute. Ceux qui restent sont encore vivants. Mais quelque chose a changé. La peur n'est plus abstraite. Elle a désormais un visage, celui de ceux qui ne se réveillent pas. Ils essaient de s'organiser, de réfléchir, de planifier, de reprendre le contrôle. Ils parlent de rationner, de se protéger, de tenir. Des mots normaux dans une situation qui ne l'est plus. Et pendant qu'ils essaient encore de croire qu'ils peuvent s'adapter, la montagne prépare autre chose. La nuit revient. Pas comme la précédente, pas doucement. Elle tombe d'un seul coup, lourde, compacte, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur le monde. Le froid est déjà là, bien installé dans les corps, dans les os, dans les pensées. Mais cette fois, quelque chose est différent. L'air semble plus dense, plus tendu. Le silence n'est plus neutre. Il est chargé. Puis ils l'entendent. Au début, ce n'est presque rien. Un grondement lointain, un bruit sourd, étouffé, qu'on pourrait confondre avec une rafale de vent un peu plus forte que les autres. Certains ne réagissent même pas. La fatigue est trop grande. Le corps est déjà occupé à survivre au froid. L'esprit n'a plus la place pour l'anticipation, mais le sol vibre légèrement. Le métal de l'épave tremble. Un frisson traverse la carlingue. Le bruit revient, plus proche, plus grave. Cette fois, il ne laisse plus de doute. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas un rêve. C'est la montagne qui bouge. Et quand la montagne bouge, il n'y a pas d'avertissement. Tout arrive d'un seul coup. Un mur blanc s'abat sur l'avion. Une masse énorme, violente, incontrôlable. La neige déferle par le toit éventré, par les flancs, par chaque ouverture. Elle entre partout. Elle écrase tout. En quelques secondes, l'épave disparaît sous des tonnes de neige. Le ciel disparaît. Le sol disparaît. Le monde se replie sur lui-même. Ils sont ensevelis. La pression est immédiate, brutale. La poitrine se comprime. Les poumons refusent d'obéir. L'air manque déjà. Les corps sont plaqués les uns contre les autres, figés dans des positions absurdes. Il n'y a plus de haut, plus de bas, plus de direction.
Juste une obscurité totale, compacte, écrasante. Certains tentent de crier. Mais la neige étouffe tout. Elle bloque les sons. Elle avale les voix. La panique monte instantanément. Les mains s'agitent. Les bras cherchent un appui qui n'existe pas. Les jambes se débattent inutilement. Chaque mouvement consomme un peu plus d'oxygène, un luxe qu'ils n'ont plus. La neige s'infiltre dans la bouche, dans le nez, colle au visage, brûle la gorge. Le temps se disloque. Quelques secondes suffisent pour que le corps commence à lâcher. Quelques secondes pour perdre toute orientation. Quelques secondes pour comprendre que personne ne viendra. Certains meurent là, dans cette obscurité totale, sans avoir réellement compris ce qui se passe, sans douleur spectaculaire, sans dernière pensée héroïque, juste écrasés, étouffés, effacés. La montagne ne fait pas de scène, elle ne dramatise pas, elle exécute. D'autres survivent, par hasard, parce qu'un vide s'est formé, parce qu'un corps a absorbé le choc à leur place, parce que la mort, cette nuit-là, n'avait pas besoin de tout le monde. Puis, aussi soudainement que tout a commencé, le bruit cesse. Un silence absolu s'installe, encore plus oppressant que celui d'avant. Un silence étouffé, amorti par la neige, comme si le monde avait été emballé sous vide. Pendant quelques secondes, personne n'ose bouger. Personne ne sait s'il est encore vivant. On écoute sa propre respiration, courte, paniquée, irrégulière. Puis un son, un gémissement, une respiration, un doigt qui gratte la neige. Ils sont encore là. Alors ils creusent, avec les mains, avec les ongles, avec une énergie désespérée, animale. La neige est lourde, compacte, collante. Chaque pelletée improvisée coûte un effort immense. Les bras brûlent, les doigts saignent, l'air manque, mais l'instinct pousse plus fort que la douleur. Lentement, très lentement, un passage se forme, un trou, une fissure, un chemin vers la surface. Quand enfin la lumière réapparaît, elle est aveuglante, crue, violente. Ils émergent, haletants, couverts de neige, trempés, désorientés. Certains vomissent, d'autres s'effondrent, tous tremblent. Puis vient le moment qu'ils redoutent tous. Ils regardent autour d'eux, ils comptent, ils recomptent. Ils n'ont même pas besoin de finir, ils savent. Le nombre a encore diminué. La montagne ne s'est pas contentée de les tester. Elle a frappé, et elle a frappé fort. Ceux qui restent sont vivants, mais quelque chose a changé définitivement. L'idée qu'ils pouvaient simplement attendre. L'illusion qu'ils avaient encore le temps. Ils viennent de survivre à la montagne. Une fois de plus. Mais désormais, le danger n'est plus seulement dehors. Il est dedans. Ils ont vaincu la montagne une fois, mais maintenant, ils doivent vaincre la faim. Les jours passent, pas comme avant, pas comme dans le monde normal. Ici, les jours ne portent plus de nom. Ils n'ont plus de date. Ils sont faits de douleurs répétées, de réveils inutiles, de corps de plus en plus lents. Chaque matin commence par la même question silencieuse. Est-ce que j'ai encore assez d'énergie pour tenir aujourd'hui? Les réserves disparaissent. Lentement au début, presque rassurant. Un carré de chocolat partagé à plusieurs. Un biscuit cassé en morceaux minuscules, distribué avec un sérieux presque religieux. On mâche longtemps, trop longtemps. On ferme parfois les yeux pour prolonger le goût. Puis, il n'y a plus rien à partager.
Le chocolat fond entièrement. Il n'est plus qu'une trace collante au fond d'un emballage froissé. Les biscuits deviennent des souvenirs, des anecdotes, des choses dont on parle comme d'un autre temps. Le dernier repas normal semble appartenir à une autre vie. Le corps réclame. Il ne demande pas poliment, il exige. L'estomac se contracte jusqu'à la douleur. Des crampes apparaissent sans prévenir. La tête tourne, les mains tremblent, les muscles fondent, les visages se creusent. Certains n'ont plus la force de se lever sans aide. D'autres se lèvent par automatisme, puis s'asseyent aussitôt, épuisés par l'effort. Le cerveau commence à changer. Il ne raisonne plus comme avant. Il ne pense plus en termes de bien ou de mal. Il pense en termes de possible et d'impossible, de maintenant ou jamais. Il justifie, il compare, il hiérarchise, il transforme lentement l'impensable en option. Le tabou en question ouverte, la morale en variable ajustable. Les conversations se raréfient. Quand quelqu'un parle, sa voix est faible, cassée, comme si chaque mot coûtait trop cher. Les regards se croisent, puis s'évitent. Certains corps sont là, tout proches, présents, immobiles. Ils font partie du décor. On sait qu'ils sont là. On fait semblant de ne pas y penser. Mais la pensée revient toujours. L'idée tourne dans les têtes. Elle ne surgit pas d'un coup. Elle s'installe. Elle revient la nuit. Elle s'impose au réveil. Elle s'invite dans chaque silence. Personne ne veut être le premier à la dire. Parce qu'une fois prononcée, elle change tout. Elle transforme ceux qui écoutent. Elle transforme celui qui parle. La faim, elle, n'a aucun tact. Elle n'a aucune pudeur. Elle n'attend pas que la morale soit prête. Elle pousse. Elle insiste. Elle rappelle que le corps, avant d'être humain, est un animal programmé pour continuer, peu importe comment. Certains essaient de prier, d'autres de se convaincre que les secours vont arriver, que tout cela n'est qu'une épreuve temporaire. Mais le corps ne croit plus aux promesses, il ne croit qu'aux calories, à l'énergie, à la survie immédiate. Le silence devient pesant, il colle à la peau comme le froid. On entend les respirations, courtes, irrégulières, les estomacs qui gargouillent sans retenue, les mouvements inutiles de ceux qui essaient encore de tromper la faim en bougeant. Personne ne parle vraiment. Chacun évite certains regards. Chacun sait exactement où se trouvent les corps de ceux qui sont morts. À quelques mètres, allongés là, immobiles, figés par le froid. Ils sont entourés de neige, de roches, de vide. Il n'y a plus de réserve, plus de chocolat, plus de biscuits, plus rien qui pousse, rien qui bouge. Dans ce coin perdu de la montagne, les corps des naufragés morts sont devenus la seule source de nourriture restante. Une réalité brutale, impossible à ignorer plus longtemps. Ils les regardent sans les regarder. Ils savent qu'ils sont là. Ils savent ce que cela signifie. Et cette pensée revient, encore et encore, jusqu'à devenir impossible à repousser. La faim ne laisse plus d'échappatoire. Chacun attend. Chacun espère que quelqu'un d'autre prendra la parole, que quelqu'un d'autre portera le poids de l'impensable. Et puis, enfin, quelqu'un parle. La phrase tombe, simple, froide, presque clinique. Elle ne parle pas de désir, elle ne parle pas de choix, elle parle de nécessité. Elle n'est pas criée, elle n'est pas détaillée, elle est juste là, posée entre eux, comme une évidence qu'on refuse encore de regarder en face. Personne ne répond, personne ne
proteste. Parce qu'à cet instant précis, tout le monde comprend la même chose. Ce n'est pas une idée monstrueuse, c'est la dernière option. Le silence s'épaissit, il devient écrasant, plus lourd que la neige, plus oppressant que le froid. À cet instant précis, ils comprennent tous la même chose. La ligne vient d'être franchie, et rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. Ils débattent, pas comme dans un film, pas avec des discours enflammés ou des phrases définitives. Ils débattent à voix basse, par fragments, par regard, par silence. Les mots sortent difficilement. Ils sont maladroits, incomplets. Personne ne veut vraiment aller jusqu'au bout de ces phrases. Ils pleurent, pas tous en même temps, pas de la même façon. Certains pleurent en silence, le regard perdu dans le blanc. D'autres essuient leurs yeux machinalement, presque agacés par leurs propres larmes. Il y a ceux qui ne pleurent pas du tout, figés, vidés, comme si toute l'émotion avait déjà été dépensée ailleurs. Ils prient. Certains murmurent des prières apprises enfants. D'autres improvisent. D'autres encore ne croient pas vraiment, mais parlent quand même, parce qu'à ce stade, on s'adresse à tous ceux qui pourraient écouter. Les mots montent dans l'air froid, puis disparaissent aussitôt, avalés par la montagne. Ils savent que s'ils survivent, le monde posera des questions. Ils savent que les journaux chercheront des titres. Ils savent que certains jugeront depuis des salons chauffés, des assiettes pleines, des certitudes intactes. Mais le monde est très loin d'ici. Ici, il n'y a pas de public, pas de tribunal, pas de morale abstraite. Il n'y a que des corps amaigris, des estomacs vides, des regards qui s'éteignent un peu plus chaque jour. La morale, quand elle n'est pas nourrie, devient fragile. Elle tremble, elle se fissure. La décision ne tombe pas d'un coup, elle se forme lentement, comme une évidence que personne n'ose regarder en face. Ils prennent une décision qui ne ressemble pas à de l'héroïsme. Il n'y a rien de glorieux, rien de courageux au sens romantique. Juste une tentative désespérée de rester en vie. Ils mangent. Pas avec appétit, pas avec soulagement. Avec une précision presque mécanique, avec honte, avec dégoût, avec la certitude que ce geste va les suivre toute leur existence. Personne ne parle, personne ne se regarde. Chacun est seul avec ce qu'il fait, même entouré des autres. Dans les Andes, le menu est très court et le choix encore plus limité. Les corps réagissent presque immédiatement. Un peu d'énergie revient, juste assez pour tenir debout, juste assez pour continuer à respirer sans vertige. La vie s'accroche, tenace, indécente, obstinée. Mais quelque chose s'est brisé. La frontière entre avant et après a disparu. Ils ne sont plus seulement des survivants d'un crash. Ils sont devenus des survivants tout court. Et maintenant, une autre réalité s'impose. Une vérité encore plus cruelle. Rester ici, immobile, à attendre. C'est mourir lentement. Le froid, la faim, le temps. Tout finira par les rattraper. Il n'y a plus qu'une option. Il faut partir. Deux volontaires se lèvent. Pas parce qu'ils sont plus forts, pas parce qu'ils sont moins fatigués, mais parce que quelqu'un doit le faire et que rester assis à attendre ressemble désormais trop à une capitulation. Le choix est silencieux. Aucun tirage au sort, aucun discours. Les regards suffisent. Ceux qui restent
savent ce que cela signifie. Ceux qui partent aussi. Il n'y a pas de bravoure ici, juste une nécessité brutale. Ils bricolent ce qu'ils peuvent. Des chaussures d'abord. Les leurs sont inutiles, trop fines, trop usées, trop humaines. Ils découpent des morceaux de tissu, arrachent des bouts de mousse, récupèrent tout ce qui peut isoler, protéger, ralentir le froid. Les gestes sont lents, maladroits. Les doigts sont gourds. Chaque nœud est une victoire minuscule. Ils inventent du matériel avec presque rien. Un sac improvisé, des protections bricolées, un semblant de manteau. Rien n'est fiable. Rien n'est vraiment fait pour ça. Mais l'alternative est de ne rien tenter. Et ne rien tenter ici, c'est déjà mourir. Devant eux, un océan de sommet, des vagues figées de roches et de neige qui s'étendent à perte de vue. Aucun chemin, aucun panneau, aucun signe rassurant. Juste des montagnes derrière des montagnes, comme si la terre avait décidé de se répéter à l'infini. Derrière eux, ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui savent que leur survie dépend désormais de deux silhouettes minuscules qui s'éloignent lentement dans le blanc. Le premier pas est le plus difficile, pas physiquement, mentalement. Une fois qu'il est fait, il n'y a plus de retour possible. Chaque pas devient une décision. Continuer ou s'arrêter, monter ou contourner, avancer ou s'asseoir, et risquer de ne jamais se relever. La neige est traîtresse, parfois dure comme de la pierre, parfois molle, avalant les jambes jusqu'aux genoux. Le souffle manque vite, trop vite. L'altitude écrase la poitrine. Chaque inspiration brûle. Chaque expiration est trop courte. Le corps proteste, réclame l'arrêt, supplie presque. Il chute, se relève, chute encore. Chaque chute peut être la dernière. Une glissade de trop, une pente mal évaluée, un pas un peu trop confiant. Ici, l'erreur ne pardonne pas. Elle n'avertit pas. Elle se contente de faire disparaître. La nuit revient, puis le jour, puis la nuit encore. Le temps se dissout. Ils marchent jusqu'à l'épuisement. Dorment par tranches de fatigue. Se réveillent gelés, douloureux, désorientés. Le paysage ne change presque pas. Toujours du blanc, toujours du relief. Toujours cette impression d'avancer sans jamais progresser. Le doute s'installe, lentement, insidieusement. Et s'ils allaient dans la mauvaise direction? Et s'il n'y avait rien au-delà de ces sommets? Et si la montagne était simplement infinie? Après plusieurs jours de marche, épuisés, amaigris, à bout de force, ils s'arrêtent. Ils regardent autour d'eux. Ils tentent de reconnaître un détail, une différence, un signe. Et c'est là qu'ils comprennent. Ils n'ont même pas quitté le massif. La montagne n'a pas encore accepté de les laisser passer. La fatigue devient délirante. Ce n'est plus une simple lassitude. Ce n'est plus ce besoin évident de dormir ou de s'asseoir quelques minutes. C'est une fatigue qui altère la perception, qui tord le temps, qui brouille les pensées. Le monde semble légèrement décalé, comme si tout se passait avec une seconde de retard. Le souffle brûle les poumons. Chaque inspiration est courte, incomplète. L'air est là, mais il refuse de remplir ce qu'il faut. L'altitude écrase la poitrine, comprime les côtes, transforme chaque respiration en effort conscient. Il faut penser à respirer, se rappeler comment faire. Les muscles refusent d'obéir.
Les jambes avancent par automatisme, sans coordination réelle. Les genoux tremblent, les cuisses brûlent, les pieds sont insensibles, comme s'ils n'appartenaient plus au corps. La douleur existe encore, mais elle est lointaine, étouffée, presque abstraite. C'est mauvais signe. Quand la douleur s'éloigne, c'est que le corps commence à lâcher. Ils avancent en silence. Plus de conversation, plus de projection. Juste le bruit de leurs pas dans la neige, irrégulier, désynchronisé. Le paysage est immobile, hostile, répétitif. Toujours ces sommets, toujours ce blanc aveuglant qui empêche de distinguer les reliefs. Le soleil tape fort, mais ne réchauffe rien. Il épuise encore plus. Puis l'un d'eux s'effondre. Pas une chute spectaculaire, pas un cri. Juste un corps qui cesse d'obéir. Les jambes se dérobent. Il tombe à genoux, puis bascule sur le côté. Le mouvement est lent, presque élégant, comme s'il se couchait pour se reposer quelques secondes. Il ne se relève pas. L'autre s'arrête, se retourne, le regarde. Il l'appelle, une fois, puis deux. La réponse tarde. Les yeux sont ouverts, mais le regard est vide, flottant. La respiration est faible, irrégulière. Le corps a décidé que ça suffisait. S'il s'arrête, il meurt. S'il reste assis trop longtemps, il s'endort. Et s'il s'endort, il ne se réveillera pas. Mais s'il continue, s'il le force à se lever, s'il le pousse à marcher encore, il meurt peut-être aussi. Le dilemme est immédiat, brutal. Aucun bon choix, aucun choix propre. Il n'y a que des probabilités et des secondes qui s'égrènent. Chaque instant passé immobile est un pas de plus vers la fin. Le vent souffle plus fort. La neige fouette le visage. Le froid revient d'un coup, comme s'il profitait de l'arrêt pour attaquer. Le corps au sol commence déjà à se raidir. Les doigts se crispent. Les lèvres bleuissent. Le temps presse, terriblement. Il faut décider, maintenant. Puis, soudain, quelque chose change, presque imperceptible au début. Une nuance, une anomalie dans ce paysage monotone. La neige, jusque-là d'un blanc cruel, prend une autre teinte, légèrement plus sombre, légèrement différente. Pas de roche, pas encore, mais une promesse, une variation, un détail qui n'était pas là avant. La neige change de couleur. Du vert. D'abord, ils ne sont pas sûrs. La fatigue a déjà menti trop souvent. Les yeux ont vu des choses qui n'existaient pas. Des formes, des lignes, des promesses trompeuses, nées du manque, de l'épuisement, de l'espoir qui refuse de mourir. Le cerveau affamé est capable de tout inventer pour tenir encore quelques heures. Mais cette fois, quelque chose est différent. Cette couleur ne tremble pas. Elle ne disparaît pas quand il cligne des yeux. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas un mirage. Le blanc se fissure. Après des semaines passées dans un monde monochrome, une fracture apparaît dans le paysage. Entre deux reliefs, une couleur surgit. Faible, timide, presque choquante après tant de jours passés dans la neige. Du vert, de l'herbe, de la terre vivante. Une couleur qu'ils avaient presque oubliée, comme un souvenir trop ancien pour être encore fiable. Ils s'arrêtent. Ils regardent. Ils n'osent pas s'en réjouir. La peur d'y croire trop vite est encore là. La montagne les a déjà trop souvent trompés. Puis un homme, debout, immobile, réel. Il ne porte pas de vêtements déchirés. Il ne tremble pas.
Il ne lutte pas pour respirer. Il est là, simplement, normal, vivant. Le choc est immédiat, violent, presque trop fort pour être encaissé. Le monde qu'ils avaient rangé dans la catégorie des souvenirs, des rêves lointains, existe encore. Il se tient à quelques mètres d'eux. Un être humain, dans un décor qui ne cherche pas à tuer. Il tente de parler. Les mots sortent mal. La voix est méconnaissable, cassée, étrangère. La langue semble rouillée par des semaines de silence et de froid. Le langage revient par fragments. Des gestes maladroits, des signes, des regards qui supplient. Et puis, les larmes. Beaucoup de larmes. Des larmes incontrôlables, presque violentes, comme si tout ce qui avait été retenu jusque-là se libérait d'un coup. Le contact est établi. Pour la première fois depuis 72 jours, ils ne sont plus seuls. Tout s'enchaîne alors très vite. Trop vite presque. Des mots circulent. Des messages sont transmis. Des appels sont lancés. Des décisions sont prises loin d'eux, dans un monde qui n'a jamais cessé de fonctionner normalement. Les secours montent. Des hommes se préparent. Des machines démarrent. L'information circule enfin, franchit les montagnes, traverse ce qui semblait infranchissable. Là-haut, dans la montagne, ceux qui sont restés attendent. Ils n'ont aucune certitude, juste l'espoir que quelque chose est enfin en train de changer. Le temps semble suspendu. Chaque minute est interminable. Puis, au loin, un bruit nouveau apparaît. Un bruit qui n'a rien à voir avec le vent, rien à voir avec la montagne. Un bruit mécanique, régulier, étranger à ce silence éternel. Il lève les yeux, d'abord incrédules, puis certains s'effondrent en larmes, d'autres restent figés, incapables de réagir. Un hélicoptère. Pour la première fois depuis 72 jours, le ciel ne se contente plus d'être vide. Il transporte quelque chose, une promesse, une issue, une fin possible à ce cauchemar. Le vent soulève la neige, les pales battent l'air, le bruit est assourdissant, presque violent. Mais cette fois, personne ne s'en plaint. Ce vacarme-là est magnifique. Il couvre tout. Le froid, la faim, la peur. Il signifie qu'ils ont gagné, qu'ils ont tenu, qu'ils ont survécu là où tout indiquait qu'ils ne le pourraient pas. Les regards se croisent. Certains rient nerveusement, sans savoir pourquoi. D'autres n'y croient toujours pas, persuadés que tout cela peut encore disparaître. Le froid est toujours là. La faim aussi. Les corps sont détruits. Mais l'attente, elle, est terminée. Ils vont sortir de la montagne. Ils vont revenir chez les vivants. Mais survivre physiquement n'est pas la fin de l'histoire. Ils rentrent enfin. C'est ce que disent les journaux. C'est ce que disent les communiqués. C'est ce que disent les gens qui les attendent, soulagés. Mais ce mot cache l'essentiel. Ils étaient 45 à monter dans l'avion. 72 jours plus tard, ils ne sont plus que 16. 29 sont restés là-haut, emportés par le crash, par le froid, par l'avalanche, par l'épuisement. Les survivants sont très amaigris, les visages creusés, parfois méconnaissables, les corps marqués par le froid, la faim, l'attente interminable. Certains marchent difficilement, d'autres parlent peu. Tous avancent lentement, comme si chaque geste devait encore être compté. Ils sont transformés, pas seulement parce qu'ils ont survécu, mais parce qu'ils savent désormais ce que survivre coûte vraiment.
La montagne à tout prix. Le confort, les certitudes, les illusions. Elle leur a appris la nuit glaciale, la faim obsédante, la peur silencieuse. Elle leur a appris que le froid ne négocie jamais, que la faim finit toujours par parler, que l'instinct peut écraser la morale quand la survie est en jeu, que rester immobile, parfois, est plus dangereux que de partir sans garantie de retour. Ils ont survécu au crash, ils ont survécu au froid, ils ont survécu à l'avalanche, ils ont survécu à la faim, ils ont survécu au regard des autres et au leur. Le monde pose des questions, beaucoup de questions. Pourquoi être parti? Pourquoi avoir tenu si longtemps? Pourquoi avoir pris certaines décisions? Le monde veut des réponses claires, propres, rationnelles. Mais comment expliquer ce que la montagne impose? Comment expliquer ce que la faim murmure? Comment expliquer qu'il n'y avait plus de bonnes décisions, seulement des décisions possibles? Eux savent une chose, ils n'ont pas survécu parce qu'ils étaient des héros. Ils ont survécu parce qu'ils étaient humains, fragiles, apeurés, ingénieux, déterminés, capables de choses qu'ils n'auraient jamais imaginées avant d'y être forcés. La nuit, même loin des Andes, le silence revient parfois, le vent aussi, le souvenir du blanc infini, les visages qui ne se réveillaient pas. La montagne ne disparaît jamais complètement. Elle s'installe à l'intérieur. Elle devient une présence discrète, mais permanente. Avec le temps, ils réapprennent à vivre, à manger sans compter, à dormir sans craindre de ne pas se réveiller, à parler sans mesurer chaque mot. Mais rien ne redevient exactement comme avant. Et peut-être que ce n'est pas une perte. Peut-être que c'est le prix de la lucidité. Parce que cette histoire nous rappelle quelque chose de dérangeant. La résilience n'est pas belle. Elle n'est pas héroïque. Elle n'est pas confortable. Elle est souvent sale, souvent douloureuse, souvent incomprise, mais elle est terriblement humaine. Alors maintenant, la question n'est plus ce qu'ils ont fait. La question, c'est ce que nous ferions. Serions-nous capables de tenir dans le froid, de supporter la faim, de prendre des décisions impossibles pour rester en vie, de marcher sans savoir si le monde existe encore derrière la prochaine montagne? Dis-le nous en commentaire. Et si ces histoires vraies de survie te fascinent, si elles te rappellent à quel point la vie est fragile et précieuse, on se retrouve très bientôt, ici même, sur les derniers survivants.